Parce qu'Art de rue, on l'a enregistré en dernier en fait. Okay. Art de rue, on n'avait pas l'idée, c'est arrivé. Yeah, King Flow, Mixtape Addict Report, de retour dans le Dirty South, le Style Sud. Aujourd'hui, je suis avec le gars DJ Gel, membre fondateur de la Funky Family. Ça se passe. Tout le monde veut la place de l'homme, veut le blé de l'or, baiser le monde et se payer la femme de l'or. C'est des petits, des grandes, des petites, des grandes. Le rap c'est un refuge pour ceux que la vie étrangle. C'est des kilomètres de nord, une passion, du biz, des euros. Le rap c'est l'existence de nous autres. Première question, Mixtape Addict, c'est qui ton DJ préféré? Tu vas fort. Hein. J'y vais très fort. DJ préféré, DJ Scratch, IPMD. Ok. Ah, sacrée technique, sacrée Carrément. musicalité, C'est clair. des heures de vol. À mort, quelques bon heures CV, de vol, quoi. c'est Ouais. clair. Légendaire DJ. C'est un légendaire DJ. C'est vrai qu'il n'est pas très populaire en France, ou il n'a pas été très populaire par la suite, mais Les vrais savent. voilà, les vrais savent. DJ premier, tout ça, ben, c'est DJ Scratch, c'est pareil. Avant, tu étais beaucoup DJ, beaucoup DJ de scène et tout, tu faisais des beats aussi. Et il y a eu un tournant dans ta carrière où tu as décidé de te concentrer en faisant des albums de DJ, en ressortant vraiment le côté producteur et artiste que tu as en toi. Et du coup, ma question, c'est quels sont, selon toi, les éléments qu'il faut pour faire un bon album de DJ? Déjà une grande culture, une ouverture sur les autres, aller fouiller, être un digger de malade. Il n'y a pas que dans le mainstream qu'il y a des choses, dans le profond il y a des choses. Essayer d'ouvrir sa technique à autre chose, pas être le plus technique possible, mais plus à la musicalité, donc à essayer de lier faire de la musique quoi, tu vois, pas faire de la compétition sur une mixtape. J'ai vu que tu avais ramené par exemple un champion du monde de beatbox pour ajouter les sonorités sur ton album. Ouais, Faya Braz. Le DJ, c'est une espèce de mini iPod. Tu vois, c'est quelqu'un qui a énormément assimilé et accumulé énormément de musique, tu vois. C'est ça. Pas se cantonner à un seul genre. Quoi. Voilà. On a vu Tony Touch des fois sourire avec des peacemakers, avec des trucs de malade. On a vu Flex aussi. On a vu aussi. Après, toi, ta grande force, c'est que tu es aussi sur la production, tu vois. Les gars comme Tony Touch ou Flex, c'était d'autres beatmakers. Ils faisaient peut-être un ou deux beats dans le truc. Oh, ouais, mais c'est vrai que c'était d'autres beatmakers qui faisaient. Oui, moi, j'essaie de produire aussi des sons, essayer de faire des projets un peu qui soient différents. Tu vois, j'ai remarqué un truc dans la musique de Marseille. Je trouve que vous samplez beaucoup plus de soul et de funk que le rap parisien du Nord et tout, tu vois, qui eux sont plus dans un délire genre Queens, les intros à la Cormega et tout, tu vois. C'est vrai qu'il y a deux écoles. La météo, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est une école. Regarde, on a eu, par exemple, si on parle des deux génies beatmakers qu'on a en France, on a eu Mehdi, Persona, mais on a Pon. Et c'est vrai que même si c'est deux personnes qui samplent, elles samplent de façon différente, tu vois. Après, nous, on est d'une culture, je pense, comme à Paris, comme on appelait aussi les comment ils appellent ça, les freshmen, ou je me rappelle, les kissmen, comme ça. On est très funk, tu vois. Donc du coup, ce truc d'aller chercher dans la soul, dans tout ce qui est on va dire de 80 à 60, c'est un truc qui est normal pour nous. Après, on s'est ouvert, hein. Il y a beaucoup de musique ethnique où on est parti chercher aussi. On l'a vu avec Ayam et les albums inspirés asiatiques. Un beau jour de printemps, je déambule seul en train de rêvasser avec la voix des maîtres dans mes oreilles. Moi aussi je maîtrise l'art de noircir les feuilles, il m'a dit. On m'appelle Saito Musashi-Bo Benkei. C'est quoi ta période préférée pour aller chercher le sample qui va te faire kiffer, tu vois? Oh, c'est début 70, je pense vraiment. La soul début 70, pas 60, pas 80 parce qu'il y a d'autres choses, mais vraiment début 70 où il y a eu, on va dire, les plus gros samples qui ont été faits par Black Moon, tout ça, tu vois, il y a Zeders, Dramatic, Ace, Mayfield, c'est clair. Je sais pas, il y en a des tonnes, mais cette période-là, pour moi, elle était riche comme le rap est riche en ce moment, ou l'a été pendant 30 ans. Je vais te poser une question que je pose à tout le monde, tu vois. Oui. Si tu devais te retrouver par exemple un week-end à bosser vraiment 24-24 avec un artiste pour réaliser un projet de 3 titres, tu vois, une trilogie. Ouais. Qu'il soit américain, français, espagnol, hongrois, peu importe, ça serait qui? Elles sont dures tes questions. Elles sont dures mes questions. Elles sont dures tes Elles questions. sont incisives. Exactement. Laisse-moi. T'inquiète, je te laisse tout le temps Je vais te dire.
Il y en a des bons, hein, il y en a des bons. Il y en a un que je ressortirai des tiroirs parce qu'il veut pas ressortir, mais il devrait, c'est Kalash l'Afro. Besoin d'être au calme, m'oxygéner, ce qu'il y a dans l'écran, c'est ce qu'il y a à la télé. Mais le son à balle, je suis venu vociférer, chacun fait ses bails, ça négocie serré. Il y en a un qui est toujours là et qui déchire ses faflarages. Big up Faf. On écrirait une trilogie, quoi. Tu te souviens, j'étais clean, pas de tag, peu de descente de flics, pas de vagues, peu de drogue, de junkies, de jeunes en cavale, peu de faits divers, de trafic discret et stable. Le troisième, c'est toujours le plus dur. Le troisième, ce serait un mec du Nord, ce serait peut-être Swiftgad. Ok. C'est Swiftgad qui cartonne à part. Parce que le mot ISF rime avec des gros billets verts. Je me dis qu'un œillet sur scène, je serai jamais propriétaire. Moi je suis maudit mais fier de vivre dans un taudis pété. Sachez que je suis aussi déter pour brûler ton Audi TT. Carrément. Ouais, technique, il a tout. Ah bon, ah bon. Il a tout, c'est un couteau suisse parisien. Pour revenir à l'esprit de groupe, par exemple, toi, tu es un membre fondateur de la Funky Family, groupe légendaire du rap français. Et ça a été quoi les plus gros obstacles quand il y a beaucoup de gens comme ça dans un groupe? Être dans la transparence, tout se dire. C'est beaucoup mieux. Ouais, Mais, même si ça blesse un peu maintenant, mais c'est mieux que pas le dire et que ça blesse beaucoup plus après. Et communiquer, c'est hyper important. C'est hyper important. On sent de toute façon que les groupes explosent à partir du moment où il n'y a plus de communication, où il y a des communications internes, ou que les gens commencent à communiquer tout seuls avec d'autres équipes. C'est logique à la fois puisque c'est comme le petit oiseau qui veut se casser de son nid, tu vois. C'est quelque chose qu'on peut pas critiquer, mais qu'on peut se concentrer sur sa carrière solo. Voilà, mais on peut parler sur cette chose-là et analyser cette chose-là comme étant quelque chose de très important. Dès qu'il n'y a plus de communication, les choses vont beaucoup moins bien. Je pense que dans un groupe, pour tenir un groupe, c'est ça. Et évidemment, plus ça monte dans les sphères, plus il y a de l'argent et plus il y a de l'image, plus il y a des choses comme ça, plus il faut faire gaffe, je pense. Parce que des fois, quand ça va vite, tu vois, il y en a qui sont pas prêts, tu vois. Parce qu'ils voient ce truc que tu dis justement, où tu vois plus les gars de ton propre groupe que ta famille et tout, et puis dans ta tête, bah forcément, si t'es pas prêt, tu vois, psychologiquement c'est compliqué. Et oui, si t'es pas préparé, si on n'a pas parlé, si tu t'es pas préparé au pire, au meilleur, comme tu dis, tu vois, tu peux pas. Et même pour ceux, j'ai envie de te dire, qui font les plus sûrs, au fond, ils se posent beaucoup de questions. Donc parler, aller chercher la communication ou des réponses avec des gens comme ça avec qui ils bossent, ou même avec des gens de leur famille et tout, extérieurs à leur business, c'est toujours important de parler en tout cas. C'est clair, c'est clair. Et si toi tu avais un souvenir mémorable d'une session studio avec la Funky Family? Des sessions studio entre nous, il y en a eu vraiment des marrantes. C'est un soir à Polygone, à Toulouse. Alors, je ne me rappelle plus quel titre on enregistre, je ne sais pas si c'est Art de rue. Ambiance scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. Parce qu'Art de rue, on l'a enregistré en dernier en fait. Art de rue, on n'avait pas l'idée, c'est arrivé sur le tard, tu vois. Et d'un coup, ça a débloqué avec le sample de Pone, tu vois. Mais on fait une écoute donc, je crois, de notre titre, on est en folie et il y a Roca qui est pas loin, tu vois. Et donc il passe dans les studios, on se big up, on lui fait écouter, il est en folie, donc le son c'est à la folie. Mais c'était bien le bordel, c'était une très très bonne session studio. Bon, après je vais te dire ça, mais il y en a une, c'était pas vraiment une session studio, c'est un mastering avec Chris Gehringer à Hit Factory à New York. On est en 97, c'est le feu quoi. On est au cœur à la fois à la fin d'une période, mais au cœur de, tu vois. Au début d'une nouvelle période. Exactement, la mort de Biggie. Et moi, j'ai bugué, tu vois. J'étais en 96 à New York. La première fois que je suis allé à New York, c'est très tard, 96. C'est quoi qui t'a choqué le plus quand t'es arrivé là-haut? Quand t'es arrivé à New York? Au niveau du Pura, tu vois, je parle. Parce que je sais que les Manhattan, ça choque forcément la première fois que tu y vas. Même sur le niveau de la musique. Ok. Au niveau de la musique. Tu mets n'importe quelle musique en voiture, tu cruises, c'est bon. On écoutait du Bowie, c'était bon. C'est clair, c'est clair. Tu vois, c'est-à-dire, tu sens la musique dans cette ville-là, c'est rempli de culture. Je traînais à Brooklyn avec des amis d'enfance de Biggie et on roulait dans un 4x4 avec la porte arrière ouverte, avec du Biggie à fond. L'année de sa mort, les gens ils dansaient dans la rue, comme ça, en attendant le bus. C'était du bug. Biggie, c'est le dieu là-haut. Ah oui, mais c'était un truc. Donne-moi ton titre préféré de Biggie. Oh, moi c'est Kick in the Door, voilà. Kick in the Door. Voilà, ça c'est mon préféré, tu vois. Et celle avec Method Man, The What. The What, ouais, j'étais en train de penser à ça. Il y en a trop. Machine Gun Funk. All I want is bitches, big booty bitches. Used to sell crack,
so I can stack my riches. Now I pack gats to stop all the snitches from staying in my business. What is this? Relentless. Par exemple, le track avec Bone Thugs and Harmony, où il ramène lui le flow que Twista avait à l'époque, il le remet et après on va partir sur la trappe avec ce genre de flow. C'est ça, gros. Il est en avance de dingue. Écoutez, si vous pouvez, vous allez comprendre. Il est déjà là avant. Et les Bone Thugs and Harmony aussi, j'en parlais avec en mélodie, en chant, avant l'autotune. Ouais, ouais. Tu vois ce que je te dis? Maintenant, c'est normal, tu sais, pour les mecs de maintenant de chanter, de chantonner. Les Bone Thugs, ils faisaient ça au début, les gens, ils étaient pas très chauds, tu vois. C'est quoi ces mecs? Pourquoi ils chantent comme ça? Pourquoi ils chantent et tout? Même pareil, avant, ils étaient pas chauds, hein. Pourquoi ils chantent, lui? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et c'était ça l'ouverture dans la musique. C'était ça. Visionnaire. Exactement. Et puis, essayer les choses. C'est des fois les accidents, des fois les délires, des fois les trucs dans un coin qui font ah, baby, on essaye ça. S'il n'y avait pas eu Screw, s'il n'y avait pas eu toutes ces choses-là, on ne serait pas là aujourd'hui avec une musique qui est une des plus riches et qui s'enrichit le plus. C'est clair. Tu vois, avec elle et autour de elle. Et qui est maintenant en 2020, 2019-2020, la musique la plus écoutée dans le monde. C'est la musique populaire par excellence. C'est nous, on a connu cette époque. Ah, j'aime pas le rap. Parce que maintenant, c'est devenu tellement large et varié que t'aimes pas le rap. Mais en fait, t'aimes le rap, t'aimes toujours un titre de rap qui traîne par là. Mais oui. Là, on est dans l'âge populaire du rap, c'est la musique de tout le monde. Alors que nous, on rentrait dans un magasin quand on entendait un morceau de rap. Qu'est-ce que ça te fait, toi, maintenant? Après avoir traversé, tu vois, plusieurs époques où les gens étaient un peu critiques, ils disaient ouais, ça va pas durer. Non, tu vois. Alors qu'on l'a connu bien 20 ans cette époque, hein. même presque ces 10 dernières années, on l'entendait peut-être encore moins, mais on l'entendait. Ouais, je me dis qu'on y est arrivé. Évidemment, en laissant plein de gens sur la route. Il faut y penser à tous ceux qui ont donné espoir dans leur vie pour faire du rap, vivre du rap, qui le pensent encore aujourd'hui et qui feront des soldats, qui feront avancer le truc. Parce que si on est là, c'est parce qu'on en consomme, bien qu'on ne veut pas être des consommateurs de masse. Et ça, on consomme et du coup, on le répand. Comme on le répand, ça devient populaire. Donc oui, force à tous ces gens qui donnent leur force tous les jours, parce que ça vient d'en bas. C'est les millions de petits qui font les 10 grands. Exactement, on peut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier, c'est eux la masse. Comme dans n'importe quelle guerre, il y a toujours les soldats qui vont tomber. Ah, c'est pas le général, hein. Le général tout seul, il fait rien du tout, il fait marcher dessus. La seule chose que je peux trouver moyen, c'est que on n'est pas assez de médias nous-mêmes, même quand on en est là, tu vois, on y est, ça fait plaisir. Mais il faut que ce soit plus fort. Et quand je dis plus fort, je dis pas ça à toi, je dis à tous les gens qui sont au-dessus et qui voient tous ces gens comme vous, qui promotionnait tous les artistes de différentes générations dans cette culture qu'on appelle nous hip-hop, qui est pour eux la culture rap parce qu'elle est juste musicale. Mais il n'y a pas assez encore de médias nationaux dans des grandes sphères pour parler de tout. Parce que oui, on parle du mainstream, c'est bien, mais c'est une des façons qui peut faire en sorte que cette musique, elle coule. Parler que du mainstream. On ne parle pas que le haut, il faut parler aussi de l'intérieur. Il faut avoir une histoire, il faut aller chercher les gens. Je ne dis pas ça parce que c'est moi, mais après, il y a les gens qui ont fait le truc. Ils ont la flemme d'aller faire leur recherche, leur histoire et tout ça, c'est malheureux, tu vois. Ouais, on parlera comme passionné, mais pour moi, si tu me poses la question, qu'est-ce qui va faire tenir ce truc et c'est quoi l'évolution? Pour moi, ça va être ça, voilà. Ramener et structurer et faire grandir ça parce qu'il y a tellement de gens, tellement de styles, tellement de genres qu'il faut pouvoir en parler et qu'aujourd'hui c'est la musique numéro 1. Donc quelque part c'est la culture numéro 1, comme on est tous sapés là, il y a quelque chose de hip-hop en nous avec un basket ou quoi, quelque chose qui n'existerait pas parce que moi quand je reviens à mon époque, pour avoir un pantalon large, il fallait l'ouvrir sur le côté et rajouter une écharpe. J'avais une question pour toi. J'ai lu une interview sur internet où tu parlais de ta découverte du hip-hop via le port de Marseille. Et ça je trouve ça assez intéressant. C'est assez original comme découverte. J'aimerais que tu nous parles de ça. Comment ça s'est passé pour toi, la découverte de la culture hip-hop via justement le port de Marseille? Les gens ils vont se dire pourquoi le port de Marseille? Alors le port c'est un des plus gros ports avec le Havre et je crois Bordeaux ou tout comme ça. Pendant longtemps il y a eu des porte-avions US qui sont venus se poser ici. Quand ils venaient se poser ici, ils restaient 15 jours, 1 mois, les gars. Donc il y avait des ricains qui promenaient dans la ville par 2, par 3. Ces mecs-là ils avaient des dégaines. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une façon de parler. Il n'y avait pas à la télévision, il n'y avait pas ailleurs. En parallèle de ça, il y avait 10 mecs au Vieux-Port qui traînaient. Ces mecs-là, c'est les premiers mecs d'Ayam, tout ça, tu vois.
Et évidemment, eux, ils parlaient anglais, tout ça. Et quand les mecs passaient par là, ça communiquait, tu vois. Donc nous, on a pris le coup de voir ces mecs et de se dire, ah, le lien avec le rap, les États-Unis, tout ça. Et on s'est branché avec ces gars-là. Donc les premières casquettes qu'on a eues, c'est pas des casquettes New York, New Era. C'est des casquettes de porte-avions. Avec des porte-avions et des numéros de porte-avions. Ça, c'est des casquettes américaines à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est comme ça que la SAP, elle commence à rentrer dans le truc. C'est comme ça qu'on échange la musique avec les gars, qu'on échange la SAP aussi, qu'on échange les mots, qu'on échange les styles de vie. Des fois, on en prend avec nous, on les monte à la plaine. Comme moi, je fais des premières soirées dans un bar qui s'appelle Les Dégustes. Ils viennent, ils dansent, ils rappent même des fois et tout. Et il y a les MP qui viennent les chercher, tu vois ce que je veux dire. C'est la police militaire. Donc, oui, c'est là où on commence à créer le lien direct sans aller aux États-Unis avec des États-Uniens. C'est clair, c'est clair. C'est beau, c'est une belle découverte assez originale, tu vois. Ben ouais, c'est parce qu'on a eu cette chance. C'était notre Internet. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Avant la télé, avant tout ça. Avant tout. Parce que moi, j'ai connu HIP, HOP en 84. Ça a duré 1 an, cette histoire. Après, ça s'est arrêté. Je ne vais pas dire que de 84, ça fait 10 ans. C'est 3-4 ans après, hein, donc 87, qu'avec un pote du quartier, il m'emmène voir ces gars-là qui traînent au Vieux-Port, qui sont sapés d'une façon chelou et tout, qui sont le crew de Nosicole Possi, donc Ayam, tout ça, les Boys Tennis. Et en même temps, donc, les ricains, le truc, tout commence à s'imbriquer, quoi. C'est lourd, c'est lourd. D'où le Vieux-Port. Ok. Now you know. Et si tu avais un mot de la fin pour les futurs DJ, les jeunes, justement. Tu vois, et d'ailleurs, je sais que tu as une école de DJ. Academics, big up à tous les élèves. Ça, c'est très très lourd, ma gueule. Ceux qui sont dans le coin, bon, je vais pas le répéter, mais c'est 2 € les 2 heures, c'est pas compliqué. Donc venez vous inscrire. Il y a déjà un élève qui appelle, déjà. Vous avez vu Business Ça va vite. Non, mais venez, inscrivez-vous, salle La Franchie. Voilà, Academics. Il y en a pour les confirmés, il y en a pour les débutants. Et c'est moi qui donne les cours. Yes. Et welcome. Et dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux, gros. Les réseaux, c'est Facebook, DJ Gel et Diamond Cutter. C'est Twitter, DJ Gel. C'est Instagram, DJ Gel. Bandcamp, DJ Gel. Mixcloud, DJ Gel. Soundcloud, DJ Gel. T'as entendu Twitch, DJ Gel. Snap, DJ Gel. Partout. DJ Gel. Partout. C'est quoi ta dernière mixtape en date? Mixtape, c'est qui prétend faire du rap français avec la crème du rap français, du vrai rap français. Mélan, Doncho, CIT, Demi-P, Davodka, voilà, petit copec. Tous les kickers, les gros kickers. Sylgade, etc. Et il y a un album qui arrive bientôt, et sinon des petites mixtapes qui arrivent bientôt aussi. Vous avez entendu ça ou quoi? C'était King Flow, Mixtape Addict Report en direct de Marseille avec le homie DJ Gel, Funky Family. DJ Gel, Yeah. Bang bang. Mixtape Addict, à plus tard.